Donc bonjour à tous, on va attaquer le TD6 sur les liaisons équivalentes. Alors les deux premières parties, donc la partie sur la Wii balance et sur la liaison entre le vilebrequin et le corps du micromoteur, c'est des mises en contexte on va dire, mais ça correspond au final aux liaisons qu'on a étudiées déjà dans le cours. C'est les deux exemples du cours, donc je vous laisse les regarder. Mais on va plutôt s'intéresser à la troisième partie du TD, celui sur l'ascenseur de la tour de la terreur. Donc c'est une attraction Disney, hein, c'est un ascenseur dans lequel vous pouvez rentrer, et c'est un ascenseur qui monte, et puis d'un coup on lâche quasiment entièrement les freins, et vous êtes donc pas loin d'être en chute libre pendant quelques secondes. Et là on va s'intéresser au système de guidage de la cabine de l'ascenseur par rapport aux rails, qui sont donc fixes par rapport à la tour, à proprement parler. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce guidage? On nous dit qu'il est réalisé par 12 galets répartis sur 4 systèmes de guidage. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Là, on a effectivement nos 4 systèmes de guidage. On a ce qu'ils appellent le guidage en A, le guidage en B, le guidage en C et le guidage en D. Et si on regarde donc sur un guidage en particulier, hein, donc si je peux dire par exemple qu'ici c'est mon point A, ici j'ai mon point, donc là c'était B, là caché derrière il y a le point C et ici il y a le point D. Ok. Donc si on s'intéresse sur un guidage particulier, donc là c'est ce qu'on voit plus ou moins sur cette photo, on voit qu'il y a donc 3 galets avec des orientations différentes qui sont donc en contact avec le rail. Ok. Donc un système de guidage au final se fait grâce à 3 galets. Et on nous dit donc à ce niveau-là qu'on modélise donc chaque contact entre un galet et le rail par une liaison sphère-plan. Pour la suite du sujet, on appellera 1 la cabine et 0 le rail, lié au bâti. Ok. Alors je vous propose de rajouter une hypothèse supplémentaire qui n'est pas nécessaire, mais déjà que l'exercice est un peu long à écrire, ça simplifiera le calcul. En pratique, hein, si on regarde comment sont organisés les systèmes, on a en fait, si j'essaie de dessiner un petit schéma cinématique dessus, on aurait en fait une liaison pivot. Voilà. Elle est moche ma pivot. On a une liaison donc pivot, hop là, entre le galet et le bâti. Hein, donc là, on va dire qu'on est relié le bâti et la cabine. Ok, donc là j'ai une pivot. Et après, j'ai du coup à ce niveau-là une liaison, on va dire ponctuelle, effectivement, entre. Qu'est-ce que je peux faire comme couleur qui se verra bien? Alors, en 3D en parlant, c'est pas évident. Et donc on aura ici une liaison sphère-plan par rapport donc au rail. Hein. Le rail, c'est ma pièce rose. Ok. Et on aurait typiquement au passage du roulement sans glissement entre le galet et le rail. Ce que je vous propose d'un point de vue modélisation, c'est de simplifier un peu les choses. Et on va supposer qu'on n'a pas de roulement sans glissement ni rien. On va supposer simplement que notre galet, il est solidaire, c'est la même classe d'équivalence que notre cabine. Donc tout se passe hein, comme si au final on avait à ce niveau-là donc un contact ponctuel, donc cette fois-ci avec du glissement pour que ça marche, entre le galet et le rail, et que le rail est solidaire. Pardon, entre le galet et le rail, et que le galet est solidaire de la cabine. Voilà. Et donc on a ça au niveau de chaque contact. Bon, c'est une hypothèse de plus, ça veut juste dire au final que tous les galets vont faire partie de la classe d'équivalence de la cabine. Donc de la classe d'équivalence numéro 1. Alors, question 1, proposer un graphe de liaison faisant intervenir les modèles des 12 galets entre les rails et l'ascenseur. Pas de souci. Donc du coup, combien j'ai de classes d'équivalence? En pratique, j'en ai que 2. Je vais avoir donc le bâti. Donc TD6, c'est quoi? Comment il s'appelle? C'est l'ascenseur. Qu'on traite. Donc on va avoir au final que 2 classes d'équivalence. On va avoir le bâti 0. Et on va avoir notre cabine 1. Et entre les deux, on va avoir 12 galets qui vont au final nous permettre d'avoir 12 contacts. Ce qui fait qu'on va avoir 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4? C'était 3, excusez-moi. 3 et 3, ok. Donc là, j'en ai représenté que 6 sur les 12 hein, de liaison.
Alors pourquoi j'en ai représenté 6 sur les 12? Petite remarque, hein, en pratique, on a 3 galets par guidage. On a le guidage en A, le guidage en B, le guidage en C. Donc du coup, je vais avoir besoin de 3 liaisons par guidage. Donc là, en fait, je vais en représenter que 2. Par exemple, A et B. Donc ce qui fait que je vais avoir du L1A, L2A, L3A. Et là, je vais avoir par exemple du L1D, L2D, L3, j'ai mis le 3 en haut, L3D. Voilà. Donc, et ce qui me manque que j'ai pas dessiné, hein, ça serait le L1B, L2B, L3B et L1C, L2C, L3C. C'est caché dans mes 3 petits points. Donc là, on va avoir une belle structure en parallèle, hein, avec plein de liaisons en parallèle à simplifier. Donc avec, du coup, L1A, qui est égal à quoi? Alors là, on va regarder en termes de paramétrage ce qu'on a. Donc on a les points A, B et C, ok, pas de souci. Alors petite remarque en passant, hein, le point A, où est-ce qu'il est? Il va être au final à l'intersection des différentes normales. C'est-à-dire que le point A, il est en fait au milieu du rail. Peut-être qu'on verra mieux là-dessus. Voilà, le point A. Hop, j'efface. Si je m'amuse à dessiner, donc avec un trait un peu plus fin, les normales à mes contacts, hein, donc par exemple j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Le point A, on va dire que c'est l'intersection de mes normales à mes contacts. Pour être tout à fait précis. Alors, du coup, mes sphères plans en A, elles ont, donc ça va être toutes mes liaisons vont être des sphères plans. Hein, ça, je vais réécrire en plus gras. Toutes mes liaisons, ça va être des sphères plans. Donc de normales A, vu que je m'intéresse à du L1A. Alors maintenant en termes de direction, donc si on regarde, hein, entre les deux rails, on a le petit repère qui est représenté ici, qui va avec la figure qui est à droite. Donc si je représente le repère en 3D, je vais avoir donc du... J'essaie de faire les choses à peu près correctement. Du Y comme ceci, du Z vers le haut, et donc du X par là. Donc ça veut dire qu'en termes de normal, hein, j'ai ce galet-là, le galet qui est à droite, qui est une normale qui va être portée par Y, si vous reprenez le petit triade que j'ai dessiné à côté. Hein. Et les deux autres galets ont une normale qui va être portée par X. Ça représente en fait un Y et les directions Y et X. Hein, ça c'est parallèle à X, pardon. Et cette droite, hop là, et la droite qui est ici, elle est parallèle cette fois-ci à Y. Donc je vais avoir deux sphères plans parallèles à X, pardon. Deux sphères plans avec des normales portées par X et une sphère plan avec une normale portée par Y. Donc je vous propose de dire que la 1, ça va être celle portée par Y. Pourquoi pas. Et on va avoir L2A, c'est une sphère plan à X. Et L3A, c'est une sphère plan de normale, alors AX ou A-X, hein, si vous voulez, mais globalement c'est la même droite, hein, donc AX. Ok, donc ça c'est pour L1A, et puis idem en B, C et D. Donc là c'est bon, on a écrit notre on a fait notre modèle, on a posé notre graphe de liaison avec nos 12 liaisons en parallèle. Au fait, on n'a pas réfléchi au début du sujet. Là, on s'intéresse, hein, si vous lisez tout le sujet, à essayer de déterminer quelle est la liaison équivalente entre la cabine et les rails. D'après vous, quel est le mouvement de la cabine par rapport aux rails? Je vous laisse réfléchir pas longtemps. Bien joué, la cabine, elle va pouvoir translater dans la direction Z par rapport aux rails. Et c'est tout. Donc là, on va essayer de démontrer que ces 12 liaisons en parallèle, elles bougent comme une glissière de direction Z. Au passage. Donc on va le faire étape par étape, hein, on va se laisser guider par le sujet. Alors, question 2, donner le torseur cinématique d'une liaison sphère-plan en précisant le point d'écriture et la base. Ok. Alors, je vous propose que cette base, hein, donc, si je reprends mon sujet, la base X, Y, Z, je l'appelle petit b. Voilà, j'ai qu'une base dans le sujet. Donc, question 2.
ben, je vais par exemple écrire le torseur cinématique donc de 1 par rapport à 0, et ça va être mon 1A. Donc celui qui correspond à ma première liaison que j'ai écrite. Et du coup, ben, ce torseur cinématique, c'est celui associé à une sphère plan de normale AY. Donc je vais raisonner au point A dans ma base B. J'ai le droit à toutes les rotations. Donc je vais avoir du P1A, Q1A, R1A. Et en translation, je n'ai pas la translation suivant Y. Donc du coup, je n'aurai pas de vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0 suivant Y, hein, par cette liaison. Mais a priori, j'ai le droit aux autres de translation. Donc j'aurai du U1A, 0, W1A. Encore une fois, hein, là je les appelle 1A parce que ben, c'est une façon d'avoir des notations, je cherche le mot, différentes pour chaque liaison. Hein, j'aurai du 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, etc. etc. Ok, donc question 2, tranquille. Question de cours. Hein. Question 3, montrer que l'association de trois liaisons ponctuelles en parallèle au niveau d'un guidage, en A, en B, en C ou en D, est équivalent à une sphère cylindre dont on précisera les caractéristiques. Ah, ça c'est intéressant. Donc là, on va s'intéresser à ce qui se passe juste entre ces trois liaisons, déjà. Donc les trois liaisons au niveau du point A. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire pour la question 3 ? On va écrire que le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, que je vais appeler juste A maintenant, il doit être égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 0 de 1A. Il doit être égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 0 de 2A. Et il doit être égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 0, 3A. Encore une fois, je vous rappelle, là j'écris l'égalité des torseurs cinématiques parce que j'ai des liaisons en parallèle. Ok. 1A, 2A et 3, chaque fois c'est des sphères plans définies par A et une normale. Enfin, A et un vecteur. Donc, assez naturellement, je pourrais écrire tous ces torseurs cinématiques au niveau du point A. Donc là, c'est bien, ça va pas être très compliqué de faire l'égalité de mes torseurs, puisqu'ils sont déjà tous exprimés au niveau du même point. Alors, on va essayer de trouver l'expression est égal, donc déjà c'est au point A dans la base B. Alors, torseur cinématique associé à 1A, je l'ai écrit juste avant, donc j'ai du P1A, Q1A, R1A, U1A, 0, W1A. Ça, c'est au point A dans la base B. Égal. Alors maintenant, j'ai le torseur cinématique de A. Alors 2A, c'est quoi ? Cette fois-ci, c'est une sphère plan de normale AX. Ok, donc là, j'ai le droit encore à toutes les rotations. Donc je vais avoir du P2A, Q2A, Q3A. Et je vais avoir donc en vitesse, vu que c'est la normale et suivant X, 0, VUA, V2A, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que je dis, W3-2A. Pourquoi j'ai un 3 qui est apparu ici ? Ok, mais il y a des 2 partout. Donc là encore, c'est en A dans la base B. Et ça, c'est égal au torseur cinématique de donc 3A. Une petite remarque, bon, allez, on va l'écrire. Mais celui-là, en fait, on n'aurait même pas forcément besoin de l'écrire, hein, puisque je l'écris en dessous. Hein, ça serait mieux de le faire sur une seule ligne, mais j'écris trop gros. Vu que c'est aussi une sphère plan de normale AX, on va avoir en fait la même expression. Donc P3A, Q3A, Q... Oula, mais j'ai marqué n'importe quoi en parlant. Là, c'est un R. Excusez-moi. R3A, 0, V3A, W3A. Et donc ça, c'est toujours au point A dans la base B. Ok. Et maintenant, il me reste plus qu'à repérer les zéros. Bon, bah là, j'ai un 0 qui va me donner donc un 0. Ok. Alors, je fais en rouge ceux qui me paraissent assez simples. Alors, vous, hein, sur vos copies, comme d'habitude, évitez plutôt le rouge. Ok, et au passage, hein, ce 0, c'est le même que celui-là. Donc là, on a un 0 ici. Et après, bah, si vous regardez, les zéros en question, ils me donnent pas vraiment plus d'informations. Enfin, à la limite,
Le 0 qui est là, il me dit que V2A est nul et que V3A est nul. Ok, super, mais vu que V2A et V3A apparaissent ailleurs, ça ne me donne pas plus d'informations. Et dans le même genre, hein, le 0 qui est là-haut, il me donne que U1A est nul. Ok, super, mais en fait, sur mon torseur équivalent, bah, ça reste toujours les deux mêmes zéros, les deux zéros que j'ai écrits déjà ici. Et c'est tout ce que j'ai comme information. Bon, bah du coup, j'en déduis que, a priori, le reste, il n'y a pas de raison que ce soit nul. Donc, pour l'instant, j'ai du PA, QA, ceci est un Q, RA, WA. Et donc là, j'ai trouvé le torseur cinématique équivalent à tout ce qui se passe en A. Et si on réfléchit 2 minutes, est-ce que là, on ne reconnaîtrait pas le torseur associé à une liaison? Un torseur qui autorise les rotations autour de n'importe quel axe, mais seulement la translation dans la direction Z. Ben là, en fait, on a une sphère plan de centre A et de direction Z. Voilà, donc là on vient de justifier que nos trois liaisons là que j'ai surlignées en jaune, elles sont équivalentes d'un point de vue cinématique avec des sphères plans de centre A et de direction Z. Donc là, on vient de faire la question 3. Oula. Quelle idée de faire des TD le dimanche. Sphère plan, qu'est-ce que je dis moi? Je la refais. On a toutes les rotations possibles et on a la translation que dans une seule direction. C'est une sphère cylindre, c'est pas une sphère plan. Excusez-moi pour ce petit moment d'absence. Ok, donc question 3, c'est fait. Question 4, simplifier alors le graphe des liaisons et montrer que l'association... Ok, donc déjà on va commencer par simplifier le graphe de liaison. Donc du coup, maintenant on a, donc question 3, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a donc notre solide 0, notre solide 1, et maintenant, donc en raisonnant pareil sur B et C et D, on est passé à un système où on n'a plus que 4 liaisons en parallèle. On va avoir une sphère cylindre de centre A et de direction Z. Et de même, on va avoir, donc je vais écrire SC, de centre B et de direction Z, une sphère cylindre de centre C et de direction Z, et une sphère cylindre de centre D et de direction Z. Donc on a quand même pas mal avancé. Ensuite, suite de la question 3. Question 4, pardon. Simplifier alors le graphe de liaison et montrer que l'association de deux liaisons sphère-cylindre de même axe est équivalent à une pivot glissant. Alors, bon, la question est posée un peu bizarrement, mais on comprend l'idée. Hein, ça veut dire que alors, une sphère-cylindre, hein, rigoureusement, c'est défini par un centre et une direction. C'est pas très loin d'être un axe. Hein. C'est pas tout à fait un axe, mais c'est pas très loin d'être un axe. Donc, par exemple, hein, j'ai le point B et j'ai le point D. Donc, on voit bien qu'ils sont tous les deux sur l'axe BZ ou DZ, si vous voulez. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est d'essayer de justifier que mes deux sphères cylindres, donc en B et en D par exemple, sont équivalentes à une pivot glissant. Ok, bon, on va essayer de justifier ça. On va le faire entre donc B et D. Alors, ce que je vous propose je vais l'appeler BD, le torseur. Donc, on va essayer de montrer que le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 BD, c'est égal donc à mon torseur cinématique de 1 par rapport à 0 que je vais appeler petit. Alors, je vais garder en minuscule plutôt mes notations pour être cohérent avec ce que j'ai fait précédemment, BD. Et doit être égal donc au torseur cinématique de 1 par rapport à 0 petit d. Donc là, je m'intéresse au final à cette liaison et cette liaison. J'aurais pu, au passage, m'intéresser donc à celle en A et en celle en C. C'est un problème qui est complètement identique. Mais donc là, on s'intéresse à ce que j'ai surligné en jaune. Ok. Alors. Première question. En quel point je peux écrire donc un torseur de sphère-cylindre en le gardant sous sa forme canonique, sous la forme qui maximise le nombre de zéros? Si vous vous souvenez bien de votre cours, de votre petit tableau des liaisons,
Normalement, vous avez vu que c'était simplement au niveau du centre de la sphère. Donc là, on a une sphère de centre B, une sphère de centre D. Donc je vais devoir, au choix, exprimer tous mes torseurs en B ou tous mes torseurs en D. Je choisis. Je vous propose de les exprimer tous en D. Pourquoi pas. Donc ça veut dire que mon résultat va être exprimé en D, pas de souci. Mon torseur cinématique, celui qui est à droite, il sera déjà exprimé au niveau du point D, naturellement. Donc il va falloir que par Varignon, je déplace le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, petit b. Alors, du coup, on va l'écrire, ce torseur. Torseur cinématique de 1 par rapport à 0, petit b. Par défaut, je le connais, du coup, au niveau du point B, dans ma base, petit b. Ah, du coup, j'ai deux petits b. La base, je vais appeler B0. Donc, hop. Problème d'avoir pas bien posé tout le paramétrage dans l'exercice. Ok, on est bon. Et donc là, ma base, elle s'appelle en fait B0. Vous allez vous en sortir. Donc on a une sphère plan de centre B et de direction Z. Donc j'ai toutes les rotations possibles. Donc je vais avoir du PB, QB, RB. Et simplement la translation dans la direction Z, donc du WB. Ok, ça c'est si je l'exprime en B. Et moi je vais pouvoir l'exprimer en D. Donc en D, ça ne va rien changer sur mon vecteur taux de rotation. Je vous rappelle qu'il ne dépend pas du point. Donc je vais avoir du PB, QB, RB. Pour mon vecteur vitesse, j'aurai du WB déjà. Et après, là, il ne me reste plus qu'à faire ma formule de Varignon. Donc là, j'ai je vous rappelle, un BD, c'est globalement, mon vecteur BD, c'est une longueur que je vais appeler L, je ne vais pas m'embêter, portée par Z, ou moins Z en l'occurrence. Mais encore une fois, les signes, là, ça va pas trop m'intéresser. Ok, donc dans mes produits vectoriels, quand je vais faire ma formule de Varignon, ça va me donner quoi? Ça va me dire que la vitesse que je calcule en D, c'est égal à la vitesse en B, d'où le fait que j'ai déjà recopié le WB, celui-là je sais que forcément il y sera, plus donc DB vectoriel, mon vecteur taux de rotation. Donc je vais avoir du Z vectoriel, mes différentes composantes. Alors, la première, PB, elle est portée par X, donc Z vectoriel X, ça me fera du Y. Donc là, je sais que j'aurai du plus ou moins, mais je m'en fiche, L, PB. Ok. Ensuite, QB est porté par Y. Donc Y vectoriel Z, ça me fera, pareil, là, du plus ou moins, je réfléchis pas trop au signe, du X. Donc là, j'aurai du plus ou moins L, QB. Et après RB, là, j'aurai du Z vectoriel Z, ça me fera 0. Donc au final, je vais garder simplement du WB, là, sur ma composante en Z. Ok, donc maintenant, je peux réécrire mes égalités de torseur. Donc je vais avoir celui que je cherche, du coup que je vais remplir tranquillement. Au point D dans la base B0, ça par contre je le sais déjà, qui est égal à. Donc le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, petit b, c'est celui que je viens de calculer. Donc j'ai du PB, QB, RB, plus ou moins LQB, plus ou moins LPB, WB, ok, qui est égal à, donc après là c'est le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 petit d qui correspond donc à ma sphère cylindre de centre D, passage DB0, de centre D dans la base B0. Donc là je vais avoir toutes les rotations possibles, donc j'aurai du P petit d, Q petit d, R petit d, et seulement la translation suivant Z, donc du W petit d. Là encore, au point D dans la base B0. Ok, et donc maintenant, une fois que je suis arrivé là, je vais utiliser les différents zéros de mes torseurs pour remplir mon torseur cinématique équivalent. Alors ce zéro-là, il va me donner directement que cette vitesse ici, elle doit être nulle. Dans le même genre, ce zéro-là, il va me donner directement, hop là, je remonte ici, il va me donner directement que cette composante du vecteur vitesse doit être nulle aussi. Ok, mais c'est pas tout.
Alors, le 0 qui est en haut, que là j'entoure en bleu, il va aussi me dire que LQB pardon, est égal à 0. Mais L est non nul. Donc ça veut dire nécessairement que QB est égal à 0. Et donc, que j'ai un 0 à ce niveau-là. Encore une fois, vous avez le droit de faire des flèches pour expliquer votre sens du raisonnement. Et dans le même genre, donc je change encore de couleur, le 0 qui est ici, en vert, peut-être que ça se voit pas très bien pour vous, avec la compression YouTube, je vais le faire en rose. Le 0 qui est, ouais, marque rose et violet, c'est pas top non plus. En orange, donc le 0 qui est ici, ça va nous donner que LPB est nul. Oui, mais L, on sait que c'est non nul. Donc par conséquent, ça veut dire que PB est nul. Hop, je redessine mes flèches. Donc je vais avoir un 0 ici. Ok. Et après, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fait que RD est égal à RB. Donc j'ai un R qui traîne. Ok. Donc là, je vais avoir du RBD, on va dire. Et j'ai WD qui est égal à WB, pardon. Donc je vais avoir au final du WBD. Ok, donc là voilà le torseur cinématique équivalent que j'ai trouvé avec mes deux liaisons sphère-cylindre de, entre guillemets, même axe. Donc, qu'est-ce que je reconnais ici? Alors c'est un torseur au point D qui autorise la rotation autour de Z et la translation dans la direction Z. Bon bah là je reconnais normalement une pivot glissant. On m'avait au passage soufflé le résultat dans le sujet. D'axe, le point D. Et la direction Z. Enfin, d'axe DZ. Ok. Et du coup, de même, on aurait pu mettre en évidence que avec les guidages A et C, nous permettait d'avoir au final une pivot glissant d'axe AC. Donc d'axe AC, c'est-à-dire AZ ou CZ. Donc là, on vient de faire la question 4. Question 5. Conclure sur la liaison équivalente entre la cabine et le rail compte tenu des résultats précédents. Ok, alors déjà, première petite étape, moi je vais me refaire un petit graphe de liaison. Donc maintenant, on n'a plus que deux liaisons en parallèle. On a une pivot glissant d'axe DZ. Alors, attendez, hop, je vais juste faire un peu de place. Là, on est passé à la question 5. Donc là, on va avoir une pivot glissant d'axe DZ. Et ici, on va avoir une pivot glissant d'axe, par exemple, CZ. Ok. Et donc maintenant, la question, c'est quelle est la liaison équivalente à ces deux pivots glissants? Bon, vu qu'on a des liaisons en parallèle, rebelote, on va juste écrire l'égalité des torseurs cinématiques. Donc je vais dire là, le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, c'est égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 0, donc c'était AC, qui est égal au torseur cinématique de 1 par rapport à 0, BD. Si je reprends une notation précédente. Ok, alors une pivot glissant, quel est l'ensemble des points où je peux écrire le torseur sous sa forme la plus simple? C'est les points de l'axe de la pivot glissant. Bon, il se trouve que C et D n'appartiennent pas au même axe. Ça correspond typiquement aux deux droites que je fais en orange. Bon, du coup, je vais devoir nécessairement déplacer l'un des torseurs. Alors, je vous propose qu'on exprime par exemple tout au niveau du point D comme précédemment. Donc ça veut dire que le torseur cinématique associé à la pivot glissant AC, je vais devoir l'exprimer en D. Alors pour ça, je vais supposer que le vecteur CD, c'est une longueur. Alors, je ne veux pas l'appeler L pour pas qu'on se mélange dans les notations, mais en pratique, on s'en fiche un peu. Je l'appelle R, donc c'est RY, CD, si vous reprenez le paramétrage du sujet. Ok, donc on va exprimer tout au niveau du point D. Donc il faut notamment que j'exprime le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, petit ac. Alors celui-là, pour l'instant, je le connais au niveau du point C.
Et au niveau du point C, c'est un pivot glissant de centre d'axe CZ. Donc je vais avoir du R à C, 0, 0, W à C. Donc ça, c'est si je raisonne au point C dans la base B. Maintenant, si je raisonne au niveau du point D dans la base B, donc ça ne change rien à mon vecteur taux de rotation. Donc là, j'aurai toujours du R à C juste porté sur Z. Et maintenant, donc je vais avoir du W à C qui ne bouge pas, celui-là. Encore une fois, dans mon varignon, je vous rappelle, j'ai la vitesse au niveau de mon point D qui est égale à la vitesse au niveau de mon point C, dans le mouvement, dans le torseur considéré, plus dc vectoriel, mon vecteur taux de rotation. Mais du coup, j'ai bien mon WAC qui va apparaître, quoi qu'il arrive. Après, donc, j'ai dc ou cd, là, qui est porté par Y. Et j'ai mon vecteur taux de rotation qui est porté par Z. Y vectoriel Z, ça me donnera un résultat sur X. Donc, je sais que je vais avoir du plus ou moins RAC, grand R, RAC, porté par X. Et c'est tout. Donc du coup, maintenant, je peux à nouveau écrire mon égalité des torseurs cinématiques. Donc d'où le torseur cinématique de 1 par rapport à 0. C'est égal donc au torseur cinématique de 1 par rapport à 0, AC au point D. Donc là, je raisonne au point D dans la base B. B0, j'avais donné comme nom à la base. J'ai oublié entre-temps. Okay. Donc je recopie le torseur. 0, 0, R, AC. Plus ou moins, je m'en fiche du signe R, petit r AC, 0, W AC. Et donc ça, c'est au point D dans la base petit b, ok. Et ça doit être égal donc au torseur cinématique de ma pivot glissant que j'avais trouvé précédemment ici, là. Donc c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, R, BD, W, BD, et donc là encore, c'est au point D dans la base petit b. Ok, et donc on va à nouveau jouer au jeu des zéros. Alors j'ai fait en violet, je vais garder mes couleurs. Donc là j'ai déjà 4 zéros. Donc c'est 4 zéros, oups. Voilà. Excusez-moi, c'est 4 zéros. Ils vont directement me donner 0, 0, 0, 0. Ok. Alors ensuite, si on va un peu plus dans le détail, ce 0-là, il va m'imposer le fait que R, RAC est nul. Donc si R, RAC est nul, sachant que R, la distance CD, est non nulle, ça veut dire nécessairement que petit RAC est nul. Et donc, ça, on va pouvoir en déduire qu'ici, j'ai un 0. Bon, et pour finir, il me reste WAC égale WBD égale W. Voilà. Donc là, je m'intéresse à un torseur cinématique qui autorise aucune rotation, mais qui a une vitesse non nulle projetée sur Z. Donc là, ça correspond à quoi ça ? Ça correspond à une glissière de direction Z. Et voilà, on vient de trouver la liaison équivalente à nos 12 galets. Donc quand même, on était parti d'un graphe de liaison un petit peu compliqué avec plein de contacts partout. Et tout ça pour dire au final que, oui, notre ascenseur, il est simplement en translation par rapport à la cage de l'ascenseur. Bien joué. Mais on l'a démontré proprement. Proprement, ça peut être avec des flèches de plein de couleurs, mais c'est quand même une démonstration, ça. Donc là, on vient de faire la question 5. Alors, question 6, pourquoi est-ce qu'on utilise cette solution pour guider l'ascenseur ? Alors, il y a plusieurs raisons. On va dire que la principale dont on reparlera un petit peu dans le prochain cours, enfin dans la prochaine séquence, et dont les futurs PSI reparleront l'an prochain, c'est que ça va nous permettre de créer ce qu'on appelle une liaison glissière hyperstatique. Donc pour l'instant, c'est des gros mots. Mais dans l'idée, ça va nous permettre en fait de rigidifier notre liaison. Là, on va avoir une liaison glissière qui va être assez costaud, assez rigide, et on va dire que ça peut être du coup un petit peu plus sécuritaire. Et autant vous dire, pour un ascenseur dans lequel on met des touristes, c'est important d'avoir une liaison glissière quand même sécuritaire, pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc c'est une question, on va dire, de rigidité de la liaison. Là, ça va nous permettre d'avoir une liaison assez rigide.
Mais on en reparlera plutôt de ces aspects-là dans la prochaine séquence, dans la séquence 7. Ok, donc voilà, donc là on vient de se faire un petit exercice où on avait des liaisons en parallèle. Au passage, hein, on a quasiment traité, pendant que j'y pense, enfin on a traité ce cas-là. On a deux pivots glissants en parallèle avec une distance AB, hein, c'est la dernière question qu'on vient de traiter. Est-ce qu'on se traite une liaison série? Allez, pour le plaisir, on va se traiter une liaison série juste de l'exercice TD7, hein, comme ça on aura fait en TD un cas parallèle et un cas série. Alors, je vous propose, on va pas faire la figure 6 parce que c'est celle qu'on a traitée déjà dans le cours. Laquelle on va traiter? Allez, on va traiter la figure 5. Ok. Donc juste là, je fais une petite parenthèse de TD7. Figure 5. Ok, donc la première étape, hein, ça peut être de faire un graphe de liaison, déjà pour voir dans quelle configuration on est. Donc on a des pièces 1, 2 et 3. Petite remarque dans cet exercice, il vous manque des points, des axes et compagnie, hein, vous rajoutez ce qu'il vous faut. Donc on a trois classes d'équivalence, 1, 2 et 3. Et on voit qu'on a des liaisons en série. Entre 1 et 2, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une pivot d'axe AX. Donc là, j'ai une pivot d'axe AX. Et entre 2 et 3, là, on a une pivot d'axe BY. Ok. Super. Bon, ben là, on voit bien qu'on a des liaisons en série. Et donc, le but du jeu, ça va être de trouver une équivalence avec donc une liaison entre 1 et 3 directement. Donc vu qu'on a des liaisons en série, là, la technique, hein, je vous rappelle, c'est de faire une composition des torseurs cinématiques, simplement. Dire que le torseur cinématique de 3 par rapport à 1 qu'on cherche, c'est égal au torseur cinématique de 3 par rapport à 2, plus le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Et là encore, hein, pour avoir le droit de sommer des torseurs cinématiques, il faut que je les exprime au même point. Alors, quel est l'ensemble des points où je peux écrire mon torseur cinématique sous la même forme? Ben, c'est l'ensemble des points de l'axe de ma pivot. Donc regardons un peu notre schéma cinématique. Alors assez naturellement, vu ce que j'ai écrit, on serait tenté d'écrire le torseur cinématique de 2 par rapport à 1 au point A et le torseur cinématique de 3 par rapport à 2 au point B. Oui, c'est vrai, mais si je regarde un petit peu ma figure, je me rends compte que le point B, il a le bon goût d'être sur mon axe AX. Donc si je suis malin, je vais en fait exprimer tous mes torseurs cinématiques directement au point B. Comme ça, j'ai pas à faire de varignon. Donc du coup, hein, je vais avoir directement mon torseur cinématique de 3 par rapport à 1, qui est égal donc au point B dans la base x, y, z, c'est la seule base que j'ai, hein, que je vais appeler du coup petit b, qui va être égal donc au torseur cinématique de 3 par rapport à 2 au point B dans la base petit b, plus le torseur cinématique de 2 par rapport à 1 au point B dans la base petit b. Alors 3 par rapport à 2, ça correspondait à la pivot d'axe BY. Donc une pivot d'axe BY, hein, si je raisonne sur l'axe de rotation, je vais simplement avoir une composante non nulle sur le vecteur taux de rotation porté donc par Y. Donc je vais avoir du Q32 et des zéros partout ailleurs. Encore une fois, il faut juste bien connaître ces torseurs cinématiques. Et 2 par rapport à 1, c'est une pivot d'axe AX ou donc BX. Donc là, cette fois-ci, je vais avoir du P de 1 et des zéros partout ailleurs. Bon, ce qui fait que là, la somme, elle est quand même assez tranquille. Hein. Au final, je vais avoir du P31, Q31, 0, 0, 0, 0. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît là? Quelle est la liaison qui autorise 2 rotations? Et c'est tout. Et en gros, au niveau du point B, donc, on a une vitesse nulle. Là, vous reconnaissez peut-être une sphérique à doigts. On la croise pas souvent. Sphérique à doigts, donc de centre B,
Et après, on donne en général les deux directions autour desquelles, enfin les deux directions des axes autour desquels on peut tourner, qu'on appelle souvent direction du doigt et normale. Donc, de direction du doigt, on va dire Y, et de normale, et de normale X. Pourquoi pas. Voilà, donc là on vient de trouver que ça se comportait ici comme une sphérique à doigts, hein, et notamment ceux qui sont passés en TP, alors je parle plutôt au PCSI là, sur le simulateur de course, je vous invite à repenser à la noix qui était sous le siège. C'est exactement ça en fait qu'on avait. Pour les autres, hein, je vous invite à penser à votre, surtout à domicile, hein, c'est à regarder votre joint de cardan qui est la pièce, hein, je vous rappelle, entre la manivelle et la tige qui rentre dans la partie où s'enroule votre store qui s'enroule, si vous avez des stores qui s'enroulent chez vous. Typiquement, c'est pareil, c'est en fait deux axes de pivot qui sont je perds mes mots, c'est deux pivots dont les axes sont concurrents et qui sont accessoirement perpendiculaires entre eux. Voilà. Bon, bah du coup, c'est tout pour ce TD. Je vous invite à essayer de regarder les autres parties du TD6 et TD7. Bon, il y en a beaucoup, hein. Je vous donnerai des corrigés pour tout ça. Mais déjà, si vous avez bien compris les exos du cours et cela, normalement, vous êtes pas mal. Et je vais vous donner de toute façon un petit DM là-dessus, entre autres, pour pas que vous perdiez la main. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois.